Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, quatrième heure de cours consacrée à notre chapitre 5, Conquête et société coloniale. Avant tout, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à recommencer les cours à distance à partir d'aujourd'hui. Nous allons débuter aujourd'hui par un bref récapitulatif des éléments que nous avons déjà vus avant les vacances. Nous avons tout d'abord défini le terme de colonisation, la conquête, domination, exploitation d'un territoire par un État. Ce qu'on essaye de voir, c'est comment et pourquoi l'Europe a mis en place cette colonisation. Je vous rappelle que grâce à cette carte, nous avons vu les principaux empires coloniaux européens, l'empire colonial français en bleu, l'empire colonial britannique en jaune, l'empire colonial belge en rose, l'empire colonial portugais en marron et l'empire colonial allemand en vert foncé. On avait expliqué qu'un empire colonial c'est donc une métropole, un territoire européen, plus des colonies. Et que dans ces empires coloniaux, on trouve des colons, donc les Européens, et des indigènes, les populations qui étaient là avant que les Européens n'arrivent. Nous avions ensuite essayé de voir comment les Européens justifiaient le fait d'être partis à la conquête de nouveaux territoires. Rappelez-vous cette opposition entre Jules Ferry et Georges Clemenceau, Ferry expliquant que les Européens devaient civiliser les races inférieures, attention, expression à mettre en guillemets, entre guillemets. Il expliquait aussi que obtenir des colonies permettait d'avoir des facilités économiques, cela permettait donc de développer le pays, et il expliquait enfin que la marine militaire ne pouvait se passer d'abris solides, de défense et de centres de ravitaillement. Face à lui, Georges Clemenceau expliquait qu'il n'était pas tolérable d'apporter le sang, d'apporter la tyrannie, alors que la France se disait patrie des droits de l'homme, pays des droits de l'homme depuis la Révolution française, il n'était pas acceptable d'aller coloniser les territoires. Et puis, ces colonies, elles avaient un intérêt économique, on en avait parlé, grâce à cette dernière activité. Aujourd'hui, nous allons passer au grand 2, les sociétés coloniales au XIXe siècle. Et vous mettez également le titre du grand A, des territoires dépendants des sociétés inégalitaires. Faites pause et ensuite on prendra les questions qui sont déjà apparues. Ces questions, vous allez avoir à les effectuer seuls. Vous pouvez dorénavant coller à la suite du grand A l'activité que je vous ai distribuée avant que nous nous quittions au collège, qui s'intitule « Les sociétés coloniales ». Prenez le temps de la coller et faites pause. Vous allez avoir deux documents à lire qui vont vous permettre de comprendre comment se met en place la colonisation d'un territoire. Premier document, vous l'avez ici, un texte de Guy de Maupassant qui s'appelle Le feu en Kabylie et qui nous explique comment les Européens, comment les Français se sont installés en Algérie. Vous allez avoir deux questions auxquelles il va falloir répondre. Ces questions, les voici. Comment se déroule l'installation des Français en Algérie? Vous devez donc me résumer de manière très brève, très succincte, ce que nous raconte Guy de Maupassant. Et vous devez ensuite me donner l'opinion, justement, de l'auteur concernant cette situation. Prenez bien le temps de lire le texte, prenez le temps de rédiger vos réponses, on le corrigera ensemble juste après. Vous faites pause. Bien, vous avez lu le texte et vous avez, je pense, réussi à répondre aux questions. Concernant l'installation des Français en Algérie, que nous raconte Maupassant? Il nous explique que des familles de colons arrivent, qu'on leur fait tirer un papier et que sur ce papier est inscrit le numéro de la terre qui maintenant leur appartient. Mais il nous met aussi en garde contre ce qui arrive aux familles qui étaient installées déjà sur place. Ces familles sont expulsées. Globalement, comment se déroule l'installation des Français? Les terres sont confisquées et les familles d'indigènes sont expulsées. Notez-le, complétez-le et faites pause. Deuxième question, qu'en pense l'auteur Guy de Maupassant? En fait, là, il faut se rendre vers la fin du texte. Cette famille s'en va, résignée, puisque c'est la loi française, mais ces gens, sans ressources désormais, gagnent le désert et deviennent des révoltés. Le dernier mot est important. Guy de Maupassant nous explique, alors qu'on est uniquement en 1881, que les populations qui sont expulsées, ces gens qui sont pauvres, forcément pour eux, on est en train de leur voler leurs terres, et du coup, Maupassant pointe les risques d'une insurrection. Ces personnes algériennes à qui les Français ont confisqué leurs terres, au bout d'un moment, vont forcément se retourner contre les colons français. On peut donc dire que l'opinion de Maupassant, elle est extrêmement négative, parce que ce sont des pauvres gens qui subissent cette situation,
On est en train là de leur voler leurs terres, et donc forcément, in fine, elles vont s'insurger, elles vont mettre en place une insurrection contre les colons européens. Notez ces éléments et faites pause. Vous devrez absolument vous rappeler cet événement-là, ces éléments-là, quand l'année prochaine, vous étudierez la manière dont ces territoires ont obtenu leur indépendance et ont construit des États nationaux. Autrement dit, quand il y a eu les affrontements qu'on appelle maintenant la guerre d'Algérie, entre d'un côté l'armée française et les populations algériennes, vous devrez vous rappeler de ces inégalités-là et de cette situation qui forcément conduit à des révoltes. On va maintenant passer au deuxième document. Ce deuxième document, il ne nous parle plus de l'Algérie, mais il nous parle de l'Inde. Je vais vous laisser le lire. Vous avez trois questions auxquelles vous devez répondre. Première question plutôt simple sur ce texte. Combien de Britanniques se trouvent en Inde et combien d'habitants compte l'Inde? Les chiffres sont dans le texte. Attention à bien relever les bons chiffres. Comment sont répartis les postes à responsabilité entre les Indiens et les Anglais? Et enfin, dernière question. Quels intérêts les Anglais peuvent-ils trouver dans ce mode de gestion? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'ils gèrent l'Inde de cette manière-là? Je vous laisse le temps de lire, de bien répondre aux trois questions. Vous allez faire pause et on corrigera vos réponses juste après. Allons-y pour la correction. Première question, combien de Britanniques, combien d'Indiens? Le premier chiffre qui apparaissait, c'était le nombre d'Indiens, 70 millions d'Indiens. Le nombre des Anglais, vous l'aviez à la fin, une dizaine de milliers d'Anglais. On va donc pouvoir mettre qu'il y a environ 10 000 Anglais pour 70 millions d'Indiens. Vous comprenez donc que les Anglais sont extrêmement peu nombreux. À l'époque, l'Inde, c'est la population de la France actuelle, 70 millions. Il n'y avait que 10 000 Anglais sur place. Comment sont répartis les postes à responsabilité? Ce qu'on vous explique dans le document, dans le texte, vous l'avez ici. On vous parle du contrôle d'un haut fonctionnaire britannique. Ici, on vous parle d'Anglais qui occupent les plus hautes fonctions et les mieux rétribués. Ce que vous devez comprendre, c'est que en Inde à cette époque-là, il y a très peu d'Anglais, et chaque Anglais doit surveiller une élite locale, les indigènes. C'est-à-dire que les postes à responsabilité sont donnés aux Anglais, ce sont eux qui contrôlent. Ils contrôlent qui? Ils contrôlent une élite locale, c'est-à-dire des Indiens qui sont plutôt haut placés, et ce sont donc des indigènes. On est bien loin de la situation qui a été mise en place en Algérie. En Algérie, je vous le rappelle, colonie d'exploitation, il y avait de très nombreux Français qui sont allés s'installer. Là, en Inde, ça n'est pas du tout le cas. Seuls 10 000 Anglais sont présents au début du XXe siècle. Et ça nous amène à la question numéro 5. Quels sont les intérêts pour les Anglais de gérer comme ça? Pourquoi les Anglais n'ont pas envoyé des milliers et des milliers de Britanniques pour s'occuper de ce territoire? Mais globalement, les Anglais ont été économes dans leur gestion, c'est-à-dire que ça leur permet d'éviter les révoltes. Il y a très peu d'Anglais sur place. Donc les Indiens n'ont pas l'impression d'avoir un État, si vous voulez, qui est venu pour les conquérir, pour les dominer. Et puis surtout, ça coûte beaucoup moins cher. Donc les Britanniques peuvent tirer plus de bénéfices de cette colonie-là. Complétez votre réponse, vous pouvez faire pause. Alors si on était en classe, là je vous interrogerai tout de suite sur quel type de colonie est l'Inde. On a dit que l'Algérie était une colonie de peuplement, parce que beaucoup de Français avaient été installés sur place, mais là c'est l'inverse, très peu d'Anglais. Comment est-ce qu'on appelle ce type de colonie? Retrouvez-le dans votre cahier, faites pause. Ce type de colonie, ça s'appelle une colonie d'exploitation, mettez-le bien en rouge, l'Inde est une colonie d'exploitation. Vous n'oubliez pas la majuscule à Inde. Du coup, en deuxième phrase, on va quand même le mettre pour comparer, l'Algérie à l'inverse est une colonie de peuplement. Notez ces éléments-là et faites pause. Bien, dernier document que je vais vous montrer concernant ces sociétés coloniales, c'est une photographie qui a été prise au Congo belge. On a un cours de couture qui est donné par des sœurs, en fait, par des femmes d'église, qui sont en train, vous les reconnaissez ici, habillées tout en blanc, d'apprendre à des jeunes africaines à coudre. Ici, j'ai entouré en rouge parce que vous pouvez reconnaître, pour ceux qui savent lire à l'envers, une marque qui s'appelle Singer, c'est la marque des machines à coudre de l'époque. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que là, vous avez une photographie qui vous montre vraiment à quel point les Européens ont
imposer leur culture, leur manière de voir le monde à ces populations africaines. Les jeunes africaines que vous voyez ici, elles savaient très bien coudre avant que les Européens n'arrivent. Simplement, les Européens imposent leur manière de faire et leur manière de voir. Ils ont ici carrément ramené le matériel venu d'Europe, et ils sont en train de diffuser leur culture, leur savoir, leur manière de voir les choses. On peut le noter dans le cours à la suite, c'est que là on est en train de parler des sociétés coloniales, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, les colons et les indigènes, qui vivent dans une colonie. Notez cette définition et faites pause. Ces sociétés coloniales, elles sont fortement inégalitaires. Les indigènes ont les postes les plus difficiles, souvent ils travaillent dans l'agriculture, et les colons, eux, ont les meilleurs postes, même si, attention, ils ne sont pas tous riches. Notez ces éléments, faites pause. J'insiste sur ce point, ne vous mettez pas en tête que tous les Européens qui habitent dans les colonies sont riches. C'était notamment une critique qui était faite aux Français qui habitaient en Algérie. Les Français qui habitaient en Algérie, certains étaient riches parce qu'ils avaient beaucoup de terres, beaucoup de possessions, mais certains autres étaient simplement des petits fonctionnaires et n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, ne schématisez pas trop les choses en disant les indigènes sont pauvres et les colons sont riches. Ça n'est pas vraiment le cas. En tout cas, ça n'est pas toujours le cas, donc il faut toujours nuancer un petit peu. Dernier document que je veux vous montrer, et que normalement j'aurais dû vous faire analyser en classe, une carte postale. Une carte postale qui s'appelle, dont le titre est ici, le boulevard de la République. L'année dernière, je l'ai présenté à vos camarades, en 4e, et je leur avais demandé où cette carte postale a été prise. Et certains m'avaient parlé de Marseille, de Bordeaux ou d'ailleurs. En fait, cette carte postale, même si les bâtiments semblent réellement correspondre aux grands bâtiments français de la fin du 19e siècle, en général, la fin du 19e siècle, en fait, cette carte postale, elle représente Alger, capitale de l'Algérie, colonie de la France à l'époque, on est en 1920. Ce que je veux que vous compreniez à travers cette carte postale, c'est que on voit aussi le fait que la culture européenne ait été imposée avec l'architecture. Les Européens ont amené avec eux l'école, ont amené avec eux l'architecture, autrement dit des éléments culturels qui se sont imposés dans ces territoires coloniaux. Et on va le noter en 2 phrases, c'est que les Européens diffusent leurs idées et leurs valeurs, ça passe notamment par l'école. À travers l'école, on peut faire passer des valeurs, et bien du temps de la colonisation, c'est ce qui a été fait. On parle ainsi de mission civilisatrice, et évidemment, cela bouleverse les cultures locales. Notez-le, faites pause. Bien, voilà comment les Européens ont mis en quelque sorte leur emprise sur ces territoires colonisés. On va avoir le temps quand même de commencer le grand B et de voir comment l'esclavage a connu sa fin dans les colonies. Grand B, la fin de l'esclavage dans les colonies. Un petit complément de cours et après vous aurez un tout petit travail à effectuer. D'abord, un petit rappel, la colonisation et l'esclavage, ils sont contemporains, c'est-à-dire que en même temps que la colonisation a été mise en place, l'esclavage existait. Sauf que la traite négrière avait été abolie, mais il y a encore beaucoup d'esclaves au début du 19e siècle. Une date, le Royaume-Uni a aboli l'esclavage en 1833. Notez ces éléments et faites pause. On va profiter de la minute 15 qui nous reste pour faire un petit rappel sur des choses qu'on a déjà vues dans un chapitre précédent. C'est la dernière chose que vous allez avoir à faire pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir lire ce texte de Diderot et d'Alembert, philosophe des Lumières qu'on a déjà croisé dans notre programme. Vous allez le lire et pour la prochaine fois, vous devrez répondre à la question qui est posée. Vous devrez me dire quel était l'avis de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle concernant l'esclavage. Je vous laisse l'écrire dans votre cahier. Nous aurons l'occasion de le corriger la prochaine fois. Lisez le texte et répondez à la question. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans ce chapitre, dans ce cours, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le NT, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.